Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au concept de richesse et savoir à partir de quel moment en France on est considéré comme appartenant aux riches. Cette vidéo, vous allez le voir, est corollaire et complémentaire à celle que l'on a produite hier sur la fin du droit à la propriété. Alors je réalise cette vidéo aujourd'hui, vendredi 6 mars 2020. Le soleil continue sa course dans le signe du poisson et vous avez la lune du jour qui est dans le signe loyal, royal et généreux, gouverné par le soleil qui attire souvent la lumière et la richesse, avec même pour certains un goût prononcé pour le faste et le luxe, le goût de la belle vie. Bien sûr, certains savent être magnanimes et en faire profiter largement leur entourage, pendant que d'autres peuvent être beaucoup plus égocentriques et moins partageurs. Alors cette brève esquisse archétypale zodiacale en rapport avec le lion ne doit en aucun cas, bien sûr, devenir une définition générale, puisque vous le savez, la position du soleil en signe seule n'est pas suffisante pour caractériser quelqu'un. Tout comme lorsqu'on parle des riches à la télévision, c'est rarement d'ailleurs en des termes élogieux et on fait souvent des généralités à l'emporte-pièce. Nous sommes justement là pour casser les idées reçues et nous intéresser à ce terme générique de riche brandi à tout va pour voir ce qu'il contient à l'intérieur. Vous allez voir au cours de notre discussion comment le système médiatique prend un malin plaisir à jouer avec cette notion et flatter nos bas instincts de jalousie et d'envie en employant ce terme donc assez généraliste de riche pour stigmatiser finalement cette population au même titre que les pauvres, avec une étiquette qui donne des idées préconçues pour opposer les Français entre eux, mais surtout faire valider aux catégories les plus populaires et les plus pauvres du pays qu'il est l'heure de faire la peau aux riches. Vous allez voir à quel point Uranus, dont on parle si souvent, qui est une planète réputée pour son côté implacable et glacée, d'ailleurs sur le plan astronomique on l'appelle la géante glacée, donc correspond, vous le savez, sur le plan astrologique, sur le plan de la symbolique astrologique, on le rattache en tout cas en astrologie mondiale au libéralisme, au capitalisme. Donc ce capitalisme qui est un concept qui a été inventé, vous le savez, par notamment Adam Smith au XVIIIe siècle, avec ce fameux concept de la main invisible. Et donc ça veut dire que c'est une notion qui est assez abstraite et assez impersonnelle finalement. Donc Uranus peut décider à tout moment de s'attaquer également aux riches finalement. C'est-à-dire qu'après s'être attaqué aux pauvres, alors les pauvres, on en a souvent parlé, on a souvent plaidé leur cause, tout le monde voit très bien ce que c'est, avant même d'ailleurs que n'éclate le mouvement des Gilets jaunes, ce sont tous ceux, vous le savez, qui sont pas capables de subvenir à leurs besoins élémentaires, manger, se nourrir, se vêtir décemment et vivre dignement dans une société. Ce sont souvent les sans-emploi, mais aussi les travailleurs pauvres qui ont un emploi mais n'arrivent pas à en vivre, à vivre des fruits de leur travail pour boucler les fins de mois. D'après différentes sources, on sait que 15 millions de Français, soit un quart de la population hexagonale, seraient à découvert avant la fin du mois. Alors on a bien sûr les RMI, les SMICAR, donc les travailleurs pauvres, on a les agriculteurs qui n'arrivent pas à se verser un salaire, et dont d'ailleurs un député de la majorité a récemment dit, lors d'un débat, vous pourrez le retrouver sur YouTube face à Éric Zemmour sur CNews, a dit que finalement, il y a des agriculteurs qui arrivaient très bien à vivre correctement avec 350 euros de revenus par mois. Donc ça, c'est encore un nouveau, j'allais dire une novlangue, c'est toujours un élément de langage, c'est une belle provocation, donc qui accompagne bien sûr toutes les mesures politiques iniques pour faire sortir de leur gonds les Français, qui vont sortir dans la rue jaunes de colère et verts de rage, donc pour manifester. Alors sans parler bien sûr des SDF et des mendiants, dont on apprend par exemple qu'en Suède, il va falloir désormais payer un tribut de mendicité pour faire la manche. Donc là, vous avez un article daté du 7 août 2019 de Capital. La Suède invente le permis de mendier, donc ça veut bien dire que la pauvreté a de très beaux jours, si j'ose dire, devant elle. Cette notion de richesse et de pauvreté est de toute façon très relative. D'ailleurs, même les très pauvres de notre pays peuvent faire office de riches par rapport à des gens qui sont très affamés dans d'autres pays du monde, dans les pays les plus reculés, comme notamment la Corne d'Afrique ou dans les zones de guerre. Donc vous voyez bien, donc cette notion de pauvreté au sens matériel du terme est très floue, fluctuante, toute relative, on le disait, en fonction de tas de paramètres qui s'enchevêtrent. C'est la même chose donc pour les riches, qui est une catégorie très hétéroclite. Alors pour clarifier la situation, je vous propose une très courte vidéo qui peut contribuer à démêler le vrai du faux, en tout cas en partie. Est-on riche?
personne ne sait, car il n'existe pas de définition officielle ni objective de qui est un riche. Pour serrer cette question, il faut avoir une double approche, en termes de flux, c'est-à-dire de revenus, et en termes de stock, c'est-à-dire de patrimoine, qu'il soit immobilier, financier ou professionnel. Côté revenus, pour être le plus ancré possible dans la réalité, c'est-à-dire de ce qu'un ménage ou un individu peut vraiment dépenser et épargner, il faut prendre l'ensemble des revenus d'activité nets des cotisations sociales, retirer les impôts directs, c'est-à-dire l'IR et les impôts locaux, et intégrer les prestations sociales, pension retraite, indemnité de chômage, APL, etc. On mesure alors le revenu disponible. Pour une personne vivant seule, le revenu disponible médian, c'est-à-dire celui qui sépare la population en deux, la première gagnant moins, la seconde plus, est de 18 450 euros, soit 1 538 euros mensuels. Pour une famille avec 2 enfants, le montant est de 47 110 euros, soit un peu moins de 4 000 euros par mois. À partir de ces données, on peut adopter une méthode purement conventionnelle pour définir le seuil de richesse. On peut par exemple renverser la convention qui délimite la pauvreté. Est considéré comme pauvre celui dont le revenu est inférieur de moitié au revenu médian. Par symétrie, on pourrait qualifier de riche la personne qui dispose du double du revenu médian, l'équivalent pour une personne seule d'un revenu de 36 900 euros, soit d'un peu plus de 3 000 euros net par mois, ou respectivement, pour un ménage avec 2 enfants, 94 200 euros annuels, soit 7 852 mensuels. Avec cette définition-là, un peu moins de 10% de la population est riche. Mais cette définition est trop large. 10% de la population, c'est plus de 6 millions de personnes. Et il n'y a pas 6 millions de riches en France. Surtout, au sommet de l'échelle, la dispersion est énorme. Pour un célibataire, vivre avec 3 000 euros par mois, net d'impôts, vous donne certes de l'aisance. Mais vous vivez sur un standard qui demeure en rapport avec le reste de la population. Les riches, eux, vivent dans un autre monde, où les moyennes n'ont plus de sens. La distribution des salaires dans le privé en donne un bref aperçu. L'écart des rémunérations n'est pas proportionnel et plus on grimpe dans l'échelle des salaires, plus les écarts sont importants. En valeur absolue, il y a plus de différence à l'intérieur des 10% qui gagnent le plus qu'entre le premier et le 9e décile. C'est bien pourquoi il faut concentrer l'analyse sur les 1% les mieux lotis. Dans le privé, cela équivaut à un salaire annuel net supérieur à 100 000 euros. Mais le salaire avant impôt, sans que soient pris en compte des revenus de la propriété, donne une vision trop partielle des choses. Bercy, dans ses données statistiques, identifie de son côté la tranche haute comme les revenus annuels fiscaux de référence supérieurs à 100 000 euros, étalon à partir duquel on peut faire commencer la richesse pour un individu. 750 000 foyers fiscaux sont alors concernés. Compte tenu de la taille moyenne d'un foyer fiscal, le seuil de la richesse ressort à 170 000 euros pour un foyer fiscal type. C'est précisément le seuil à partir duquel la courbe de distribution commence à prendre son envolée exponentielle, qui défie les lois de la gravité pour le commun des mortels. Selon nos estimations, cela concerne 565 000 personnes, soit l'équivalent de 0,9% de la population française. En dehors des revenus courants, il faut aussi observer le patrimoine. Pour faire partie du club très fermé des 1% des ménages détenant les plus hauts patrimoines, il faut au minimum disposer d'un capital net, c'est-à-dire une fois déduit l'endettement, de 2,5 millions d'euros. Ces points de repère valent ce qu'ils valent. Mais au-delà de 170 000 euros de revenus et de 2,5 millions d'euros de patrimoine, on approche ce qu'on pourrait qualifier de situation atypique. Cela concerne un peu plus de 500 000 personnes, c'est moins de 1% de la population, l'équivalent d'une ville comme Lyon. Vous avez donc bien compris qu'il n'existe pas normalement de définition officielle et objective de ce qu'est être riche autrement finalement que par rapport au reste de la population d'un pays qui vivent sur un même territoire avec les mêmes règles du jeu économique, social et fiscal. Et donc c'est par rapport à ces critères qui sont définis par nos institutions qu'est considéré comme riche aux yeux du fisc deux catégories de personnes très distinctes. Donc on a la première catégorie de personnes, c'est les 10% de la population française, soit 6 millions de personnes qui vivent sur le territoire. Donc on a ces riches, entre guillemets, qui ont un revenu net disponible de 36 900 euros net par an.
pour une seule personne, donc soit un revenu net par mois de 3 075 euros. Alors pour les couples avec 2 enfants, vous l'avez vu, 94 200 euros, soit 7 852 euros par mois. Et puis vous avez également les beaucoup plus riches, hein, donc qui ont une situation économique et patrimoniale plus atypique, avec un revenu de plus de 100 000 euros, et plutôt au-dessus de 170 000 euros de revenus nets après impôt, et un patrimoine de 2,5 millions d'euros, environ 750 personnes, donc nous dit le journaliste, l'équivalent d'une ville comme Lyon. Intéressons-nous quelques instants au haut du panier, les fameux premiers de cordée, les 1% les plus riches, qui sont 39 milliardaires en France et qui représenteraient à eux seuls 245 milliards de dollars. Alors vous avez les Muliez, les LVMH. LVMH, c'est 46,9 milliards d'euros. Vous avez Dassault, 15 milliards de fortune personnelle, qui est à la 5e place. Axel Dumas, 30 milliards, donc à la 4e place. Liliane Bettencourt, par exemple, 35 milliards à la 3e place, qui est 15e fortune mondiale. Puis vous avez également le cas de Patrick Drahi, qui est passé de la 215e place à la 55e place dans le monde, et il est ici en 6e position en France. Petit coup d'œil sur la carte du ciel de Patrick Drahi, donc qui est né le 20 août 1963 à 8h20 à Casablanca, donc qui est du signe du lion, ascendant vierge. Voici la carte du ciel de Patrick Drahi, donc qui est du signe du lion, ascendant vierge, on vient de le dire, avec Mercure, qui est triplement valorisé, si j'ose dire, puisqu'on retrouve valorisé à la cuspide de l'ascendant. Donc Mercure, vous savez, c'est la planète de la communication, la planète des échanges, donc qui est également dans son domicile en Vierge, qui est également le maître de l'ascendant Vierge, et qui est également le maître du Gémeaux, où on retrouve le milieu du ciel qui symbolise la carrière. Et donc on retrouve bien ce côté mercurien, ce côté Gémeaux. Et effectivement, on retrouve bien donc Monsieur Drahi, qui évolue dans le domaine de la communication, puisqu'il est patron de SFR, également des médias. D'ailleurs, on retrouve Soleil et également, alors on a Soleil dans la maison 11, la maison 11 qui est en analogie avec le Verseau, et également Uranus d'ailleurs qui est très proche, il n'y a pas une conjonction, mais en tout cas ils sont assez proches en termes de degrés, et donc on retrouve bien Saturne opposé donc, dans le signe du Verseau, opposé à tout ce amas, notamment au Soleil, donc qui montre bien l'exigence, la rigueur, le côté affairé, la stratégie assez froide, le côté aussi implacable, assez sans pitié dans les affaires. Donc là, on a Saturne qui tombe en 5, la maison 5 qui est en analogie avec le Soleil, et donc bien sûr le Lion, puisque le Lion est maîtrisé par le Soleil. Et vous avez tout ça, vous avez un amas assez important en maison 12. La maison 12, c'est la maison des secrets, c'est une maison karmique. Voilà, et puis on peut parler également bien sûr de Jupiter, qui est la planète, la corne d'abondance du système solaire, donc qui forme un amas, un aspect, un trigone, un magnifique trigone avec tout ce amas-là planétaire, donc qui expliquerait aussi pourquoi en fait il est riche, mais il y a aussi beaucoup de dettes chez Monsieur Drahi. Il aurait 45 milliards d'euros de dettes, donc tout de même. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a ce côté caché. D'ailleurs, on retrouve un Pluton. On le retrouve bien en maison 12. Donc Pluton, ça symbolise aussi le domaine de la finance, ça symbolise aussi les dettes. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui fait partie, pour le moment en tout cas, du haut du panier, des privilégiés. Et voilà, on pourrait en dire beaucoup plus à son sujet, mais c'était véritablement un rapide coup d'œil. On vient de parler de nos riches à nous en France, mais il y a également bien sûr les riches donc dans le monde, puisqu'on est dans un village monde, et d'ailleurs on parle beaucoup des fameux 1% qui se partageraient plus de la moitié des richesses du globe, qui a d'ailleurs inspiré Monsieur Piketty un livre, donc on en a parlé hier dans notre vidéo concernant la fin du droit à la propriété privée et la propriété immobilière, et d'ailleurs qui fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Donc là c'est intéressant de jeter un coup d'œil, et c'est ce que j'expliquais à Françoise, que je salue au passage, avec qui j'ai plaisir à échanger, mais comme avec vous tous, donc sur la chaîne, c'est qu'il y avait une synchronicité. J'avais pas vu cette information-là, qu'il y aurait un film qui serait consacré à Monsieur Piketty, donc qui sortirait le 18 mars. Et je vous en ai parlé, et puis bingo, je me retrouve sur Facebook le soir, et donc je vois apparaître cette information-là. Donc forcément, très tard, il était déjà très tard dans la nuit, et donc j'ai publié un petit commentaire que je vais vous faire lire tout à l'heure d'ici la fin de la vidéo.
Donc vous avez, bien sûr, hein, vous voyez le titre de cet article-là, de la Tribune du 22 janvier 2018, hein, les 1% les plus fortunés ont accaparé 82% des richesses créées l'an dernier. Donc à chaque fois, vous voyez, chaque année, les riches, hein, qui s'accaparent à chaque fois de plus en plus de richesses, hein. Donc vous avez toujours ces fameux 1% les plus fortunés, donc qui a accaparé toutes ces richesses, hein. On nous dit, alors là, il y a plein de sources assez disparates. Donc on nous parle d'une vingtaine de milliardaires qui se partageraient les 4,6 milliards, qui se partageraient, pardon, les richesses de 4,6 milliards de personnes, donc qui comptent pour 60% de la population. Après, on vous donne d'autres chiffres. Donc là, il faut vraiment voilà, recouper les sources pour véritablement avoir une information fiable. Et encore, moi, au ressenti, je sens qu'on nous ment beaucoup sur les réels détenteurs des richesses. Donc je pense que c'est beaucoup plus, et au regard également de la vidéo que je vais vous diffuser, puisque au-dessus de tous ces milliardaires, hein, qu'on nous présente sous forme de catalogue, hein, dans Forbes notamment, au-dessus il y a bien sûr d'autres personnes, hein, qui tirent les ficelles et qui contrôlent ces fameux 1% les plus riches de la planète. Contrôlés par les Rothschild. De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1%? S'agit-il d'une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l'élite du 1%. Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante. Cette liste, du moins, devrait être irréfutable. Elle n'énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures. C'est parti.
À la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l'affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la Terre. Leur richesse estimée s'élèverait à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois 1 million. 500 billions de dollars seraient alors 500 millions de fois 1 million de dollars. C'est 14 zéros. Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l'océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines. Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur. La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. « Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. » Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters, des mégabanques du monde. Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde, la Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux mégabanques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters, qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser, s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre Bekenntnisse eines Ökonomie-Hitman, en français Les aveux d'un tueur économique,
Une des banques qui contrôle tout, la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, est manifestement contrôlée par les Rothschild. Et son surnom est la Tour de Bâle. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre. Et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild, « Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. » Le monde est donc en guerre parce que c'est très profitable pour les Rothschild et les banksters leur alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas. Car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de 12 banques dirigées par la Banque d'Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d'Angleterre? Oui, exact, les Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Ce n'est donc pas une simple théorie de conspiration, mais la maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l'on fait des recherches approfondies, on découvre qu'ils sont le cerveau du nouvel ordre mondial et qu'ils dominent complètement d'un agenda mondial. Ils sont derrière l'Union européenne et l'euro, et ils sont derrière l'idée de l'Union nord-américaine et de la monnaie améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l'OTAN. Serait-ce pour dissimuler le haut de la pyramide que vous avez sans arrêt ce thème du riche qui est mis en avant et qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite beaucoup de fantasmes, d'intérêt et d'admiration, mais déchaîne aussi les passions et surtout un tas de critiques, de polémiques et de réprobations à tort ou à raison dans notre pays sur la manière dont vivent les riches. Alors vous avez toutes ces généralités et ces idées reçues qui sont accompagnées bien sûr de mesures économiques et politiques délibérément et foncièrement injustes. Tout ceci a eu à la longue des effets très néfastes dans notre société. On a toute cette articulation qui contribue à cliver notre pays, à le fracturer de toutes parts, en alimentant les bas instincts, on le disait tout à l'heure, l'amertume, la jalousie et même la rancœur de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, car on leur explique sans arrêt à la télévision que s'ils ont moins, c'est parce que le riche se gave. Encore faut-il s'entendre de quel riche on parle.
pendant que dans le même temps, on dit aux riches, si la pression fiscale est si forte en France, c'est pour financer le modèle social dit égalitaire à la française et payer les fainéants et profiteurs du système. Pendant que les deux camps se renvoient la balle, vous avez entre les deux le monde de la finance qui tire les marrons du feu, capte cet argent, notamment les intérêts de la dette, d'une main, avec le système monétaire d'argent-dette mis en place, qui impose l'État, les collectivités locales à financer tout investissement pour construire une école, pour construire des hôpitaux, les routes, les ponts, tous les projets divers et variés, en empruntant auprès des banques privées qui se rémunèrent pour faire court par les intérêts qu'elles perçoivent, pour non seulement se faire beaucoup d'argent avec l'argent du contribuable, avec d'ailleurs certains élus qui n'hésitent pas à exagérer dans les dépenses pour faire plaisir à ce monde, quels que soient d'ailleurs leurs résultats électoraux, qu'ils soient réélus ou pas, ils s'en fichent finalement, puisqu'ils sont souvent récompensés pour bons et loyaux services. Ils sont désormais recasés ailleurs, notamment dans les instances européennes ou au plus haut niveau dans différentes instances internationales. Donc vous voyez, il y a tout cet écosystème finalement qui est mis en place et qui permet de siphonner finalement de toutes parts. Alors au départ, on a eu effectivement les riches qui étaient épargnés, et puis plutôt les pauvres qui étaient ciblés, et là on voit les choses de plus en plus s'inverser. Donc vous voyez par exemple cet extrait d'article, et on a également parlé des avocats, on a parlé des notaires, on a parlé de l'Opéra de Paris d'ailleurs qui est en grève, voilà, on a également les chefs de service des hôpitaux de Paris, et ce n'est pas fini. Pendant longtemps, la politique de notre pays fut inspirée par la citation pleine de cynisme de Joseph Caillaux, ancien ministre des Finances, sous Georges Clemenceau en 1907, qui disait « Faites payer les pauvres, bien sûr, les riches ont la capacité de supporter des impôts plus lourds, mais les pauvres sont tellement plus nombreux. » Et effectivement, donc, la France a fait peser une charge fiscale et sociale, nous dit l'OCDE, de 67,2% sur les salaires des travailleurs gagnant moins de 2 000 € par mois brut. Donc une proportion qui irait en revanche en diminuant à mesure qu'augmente la rémunération de base et qui concernerait également les familles des classes moyennes. Et vous voyez donc la situation qui est en train de s'inverser. Donc on voit cet article du 10 octobre 2017, le Challenge, avec Christine Lagarde, donc, qui était anciennement directrice du FMI, qui disait « taxer les riches ». Donc c'est la marotte de Christine Lagarde du FMI, donc qui refaisait surface puisqu'elle avait déjà fait cette déclaration-là. Donc là, il faut savoir de quel riche parle-t-on. Serait-ce la définition de François Hollande qui déclarait, à l'époque où il n'était pas encore président, en 2011, que le seuil, selon lui, de la richesse, était 4 000 € par mois. Ou celle de Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'à partir de 360 000 € par part, on prend tout. Vous avez également cette définition de Thomas Piketty, économiste dont nous avons reparlé hier, donc qui propose de dépasser la propriété privée par la propriété sociale et temporaire. Je pense qu'au contraire, les régimes démocratiques modernes se fondent sur une limitation des droits des propriétaires privés, le fait d'équilibrer les droits des propriétaires avec les droits des salariés, les droits des locataires, les droits des consommateurs, les droits des électeurs, des citoyens. C'est par cet équilibre des droits que la liberté démocratique moderne et l'état de droit s'est construit. Et que la sacralisation du droit de propriétaire qu'on avait au XIXe siècle, ça allait de pair avec une violence inouïe dans les rapports de domination, d'appropriation esclavagiste, coloniale, dans le système de droit de vote strictement réservé aux propriétaires, et ça n'avait rien à voir avec la liberté. Donc cette vision de la liberté totalement intrinsèquement liée à la sacralisation de la propriété privée, c'est vraiment une vision extrêmement élitiste, extrêmement autoritaire, qui était celle de Tocqueville au moment des débats sur l'abolition de l'esclavage. Et Tocqueville, je le cite dans le livre, il y a des passages incroyables où il explique en substance qu'en 1848, au moment de l'abolition, il faut que pendant au moins 20 ou 30 ans, les esclaves reversent la moitié de leur salaire à leur ancien propriétaire, parce que c'est un lent apprentissage de la liberté qui leur permettra d'apprendre à être libre. Et moi, ça me fait penser un peu aux réactions du journal L'Opinion, là, qui il y a 2 semaines me disait, mais quand même, là, tous ces enfants des classes populaires à qui vous donnez 120 000 €, est-ce que, en termes d'incitation au travail, est-ce qu'ils vont savoir quoi en faire? Alors que par contre, des héritiers de riches, des enfants de riches peuvent recevoir des millions, des dizaines de millions d'euros. Là, ils n'ont pas du tout envie de mettre la moindre limite sur leur liberté. Et puis là, 120 000 malheureux euros pour 60% de la population qui actuellement ne reçoivent rien, ça les fait complètement flipper. Donc, c'est la liberté de qui? Enfin, c'est quand même... enfin, au moins, ils se trahissent de façon très très claire dans le fait que, oui, de Tocqueville à L'Opinion et à Nicolas Bétou aujourd'hui, ou à Bavrez aujourd'hui, il y a une continuité évidente. Alors, petit mot sur Thomas Piketty, né le 7 mai 1971 à 8h40
à Clichy, en région parisienne. Donc c'est quelqu'un qui est natif du Taureau, vous voyez, donc on retrouve bien Uranus en ce moment en Taureau, qui est également ascendant Cancer, donc c'est un économiste, effectivement, qui est très en vue en ce moment. Donc on en avait déjà parlé sur le blog en 2011 et 2012. Donc il a plusieurs ouvrages à son actif, il y en a un qui vient tout juste de paraître, et il y a ce fameux best-seller, donc Le Capital, vendu à plusieurs millions, en tout cas à au moins 1 million d'exemplaires, donc Le Capital au XXIe siècle en 2011. Donc on l'a expliqué hier sous l'égide du retour de Neptune, hein, qui revenait transiter le Poisson après 164 ans d'absence, au moment où nous avions commencé à parler de la lutte des classes, donc ces fameuses marées humaines de mouvements sociaux, les indignés de la Puerta del Sol, les 99% de Wall Street, les Conti en France, Nuit debout, Gilets jaunes. Bref, c'est les prolétaires des temps modernes qui manifestent et s'indignent contre l'exploitation du grand capital, les fameux 1% qui possèdent 99% des richesses dont on vient de parler. Et vous avez donc la parution dont on a parlé hier, rappelez la date, notamment 1867, de Karl Marx qui avait publié Le Capital. Donc lui-même avait assisté à la Révolution de février 1848 en France. Il prenait des notes à l'époque. Donc voilà, il voyait la classe ouvrière qui manifestait son grand désarroi. Donc tout ça, ça a été relaté dans des ouvrages comme ceux de Victor Hugo, de Zola, Les Misérables, hein, bien sûr, Germinal. Donc c'est une période de l'histoire qui correspond, comme nous l'avions rappelé, au début du transit de Neptune dans le signe du Poisson en 1848. D'ailleurs, vous avez entendu dans l'interview Thomas Piketty rappeler cette date de 1848. Donc voilà, il agite, hein, c'est ce qu'on expliquait un petit peu, les fameux 1%, donc pour finalement, à un moment donné, vous allez voir dans la mise en œuvre, hein, donc c'est ce que je mettais sur Facebook, puisqu'il est natif du Taureau, justement, et c'est le propre, hein, justement, de ces élites, de savoir exploiter les talents. Donc c'est quelqu'un qui est très talentueux, donc j'ai pas lu son ouvrage, mais j'ai lu quelques résumés, effectivement, il y a des choses très intéressantes à retenir. Tout n'est pas à jeter, loin de là, au contraire, hein, il y aura des choses très intéressantes à mettre en œuvre, mais malheureusement, comme très souvent, hein, donc comme vu dans notre discussion justement de la veille, hein, ce qu'il propose comme solution pour résoudre les problèmes d'inégalité semble bien sûr, hein, sur le papier très intéressant, mais une fois que les gouvernements arriveront au pouvoir, hein, pour mettre en œuvre, là on aurait malheureusement beaucoup de désillusions, beaucoup qui pourraient déchanter. Donc hier nous avons évoqué justement ce droit à la propriété immobilière et privée, donc qui sera remis en cause. Et donc je faisais aussi ce parallèle avec un ouvrage qui était paru en 1994, donc c'était le fameux ouvrage de la fracture sociale. C'était le thème de campagne victorieuse de feu Jacques Chirac au présidentiel de 95, qui s'inspirait justement de cet ouvrage d'Emmanuel Todd, historien, anthropologue, quelqu'un également de brillant. Voilà, et donc on voit bien entre 1995 et 2020, donc là on n'en est plus à une fracture, hein, vous voyez, c'est un gouffre. Donc là on a une France qui est complètement abîmée et fracturée de toutes parts. Donc voilà ce que je mettais. Attention aux miroirs, aux alouettes, surtout en cette période Poisson. On a ce soleil d'ailleurs qui se rapproche de la conjonction à Neptune. Donc c'est la planète, hein, des idéaux, des rêves, hein, qui est toute puissante en ce moment en Poisson. Des rêves, des idéaux, de l'utopie. Donc ils peuvent se transformer en désillusions, en tout cas dans un premier temps. Peut-être que dans le futur beaucoup plus lointain, comme on dit, les utopies d'aujourd'hui peuvent devenir réalité beaucoup plus tard. Mais je pense que dans un délai relativement proche, ça risque malheureusement d'être la grande désillusion. Alors, il faut savoir que M. Thomas Piketty travaille aux côtés d'Elizabeth Warren, dont on a déjà parlé quand on a fait la chronique sur The Economist 2020. D'ailleurs, on voit son nom, à Elizabeth Warren, on voit Warren, alors après, il peut y avoir le jeu de mots avec War également. Et c'est une adversaire, a priori, qui serait face à Donald Trump pour la présidentielle de 2020. Et si vous étudiez son thème, bah, c'est assez... on retrouve des similitudes, hein. On retrouve le cancer, bien sûr, puisqu'elle est native du cancer, et or Thomas Piketty est ascendant cancer, et elle a la lune en taureau, or l'économiste est du signe zodiacal du taureau, et elle a Jupiter en Verseau, et Thomas Piketty a un Mars en Verseau, et il est également marqué par le cycle Jupiter-Neptune, donc qui est le cycle de la France, notamment, qui marque la France de la 5e République. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis passionnés d'astrologie VIP de la chaîne. Donc je vous dis à très vite pour d'autres chroniques. Très probablement qu'on reviendra sur le coronavirus, hein, sous une lune dans le signe de la Vierge, qui est le signe qui est lié notamment à la médecine et au domaine médical. Je vous dis à très vite.